Oui, s'il arrivait qu'il soit condamné, mais nous utilisons la procédure judiciaire. Lorsqu'il est condamné, nous allons interjeter appel et puis nous allons obtenir les résultats. C'est au vu de ces résultats-là, par rapport au temps qui nous reste concernant par rapport aux enjeux, nous allons devoir nous prononcer. Les congrès est là pour ça. Le MLC est lié à Jean-Pierre Bemba. Il n'y a pas de MLC sans Jean-Pierre Bemba. À ce stade, je vous dis, à ce stade, Jean-Pierre Bemba a prouvé de ses compétences et de ses capacités au sein du MLC. Nous sommes allés aux élections, je vous ai dit, nous sommes convaincus d'avoir gagné les élections en 2006. Et à ce stade, il est en privation provisoire de liberté. Le bureau du procureur a des problèmes à ce stade pour prouver, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il peut pouvoir les condamner. Nous attendons les éléments de preuve. Vous n'êtes pas sans savoir que la deuxième affaire qui était venue se superposer, eh bien, à cette affaire-là, le procureur non plus n'a pas eu de preuves et tout le monde a obtenu la mise en liberté provisoire, y compris le sénateur Jean-Pierre Bemba. Pour la première affaire, il est aussi en possession de sa mise en liberté provisoire. Au début, le problème, c'était on avait inversé la décision parce qu'il n'y avait pas un pays d'accueil. Maintenant, nous avons un pays d'accueil. Mais lui-même a décidé d'attendre le verdict parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de la procédure. Jean-Marie. Madame, une question divise l'opinion actuellement, il s'agit du découpage. J'ai appris que vous êtes de la province de l'Équateur, une province qui sera au moins morcelée en 5. Quel est votre commentaire et comment comptez-vous vous y prendre? Je suis de la province orientale. Merci. Chez nous, il y a le découpage en 4, Otouélé, Bazouélé, Ituri et Tchopo. Bon, je parle quand même de l'Équateur parce que je suis congolaise. En tant que secrétaire général aussi, député national, j'ai un mandat national. Le député national de l'Équateur réclame l'élection du gouverneur. Absolument, non. Si je réponds rapidement et je reviens à vous, l'élection du gouverneur, ça c'est conformément à la loi. 30 jours après la disparition d'un gouverneur, on procède aux élections. Nous sommes en pure violation de la loi. On devait procéder, même si 1 mois, 2 semaines, 3 mois avant qu'on en arrive à la répartition des nouvelles provinces, il fallait qu'on ait l'élection du gouverneur. Parce que si on ne le fait pas, c'est une mauvaise jurisprudence qu'on est tenté d'enregistrer dans notre pays. Manque de respect, d'applicabilité de la loi. On peut revenir à la question. Alors, de Jean-Marie. La question des découpages, je voudrais ici dire ceci. Les nouvelles provinces sont mal vues lorsqu'on les prend dans les prismes politiques. Normalement, cette initiative a été donnée pour les besoins d'administration de la chose publique. Dans le prisme purement administratif, économique, pour atteindre un développement durable. Et le développement commence par la base. C'est question de rapprocher les administrés des administrants, les gouvernés des gouvernants. Parce que imaginez-vous, on a connu ça dans ces pays, quelqu'un qui doit quitter Bassoko, qui doit quitter Kasumbalesa, qui doit quitter, je ne sais pas, Djougou, pour venir à la fonction publique et régulariser les questions des numéros matricules. Et un parent qui reste comme ça, qui se remarie, qui abandonne femme et enfant, ou c'est la femme qui vient, il y a dislocation de foyer, ou c'est un enfant qui est un jeune homme nouvellement recruté dans l'administration, qui vient pour régulariser sa situation. Et c'est fini, il est installé ici, les fonctions pour lesquelles on l'avait engagé à l'intérieur, il ne participe. Pourquoi? Parce que l'administration centrale a tué en fait le développement du pays. Et nous avions eu des problèmes des routes, nous avons des problèmes de moyens de communication, un État où on n'a pas de trains interprovinciales, un État où on n'a pas de compagnies aériennes nationales, où des bateaux, on vient d'inaugurer Kokolo, mais ce n'est pas le seul Kokolo qui va faire Kinshasa-Kisangani, qui va passer par la rivière Kwilu ou les Boende et consorts. C'est ça les problèmes. C'est quand même un pas qu'il faut louer. Oui, c'est un pas, nous le louons, mais ce n'est pas suffisant. On est encore au fond du trou. Nous cherchons juste à être sur la surface à 50%, on est au-dessus de la moyenne. Mais quand on sait d'où on vient, madame. Oui, mais c'est cher. Quand on sait d'où l'on vient, mais la personne qui gère la gère depuis combien de temps? Le président de la République est là depuis 2011, il ne faut pas l'oublier. Un pays post-conflit. Oui, un pays post-conflit, mais la manne a été décrétée depuis 2011. À son arrivée jusqu'à ce jour, c'est de sa responsabilité. Vous savez, quand vous ne pouvez pas, vous savez que vous ne pouvez pas faire ce que vous avez, vous n'avez pas atteint l'objectif. Le mieux à faire, c'est de démissionner, on devient grand. Mais on ne peut pas se cramponner quand les objectifs ne sont pas atteints. Ça, c'est quelque chose d'important. Je reviens à l'administration. Alors maintenant, c'est mal vu
Pourquoi? Parce que c'est fait dans la précipitation, n'est-ce pas? Et pour des raisons politiques. La Constitution a été promulguée en 2006. Et en 2006, on a parlé de la loi de programmation. Et de 2006 à 2015, ça fait combien d'années? 9 ans durant. Ce qu'on n'a pas pu faire en 9 ans, on veut le faire dans 4 mois, dans les 120 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a certains dirigeants qui ont gêné dans le Katanga. Les gouverneurs gênent, le président de l'Assemblée gêne. Alors, ils sont aimés dans la population. On ne sait pas limoger Moïse Katumbi. On ne sait pas limoger Kyungu Akumwanza. Qu'est-ce que l'on fait? On le fait de manière propre. On procède à la décentralisation. Justement, vous savez, il y a un adage qui dit si c'est son frère par rapport à une situation, on utilise la jurisprudence ou la coutume, mais si c'est son adversaire ou son ennemi, on applique la loi. Vous comprenez ce que j'ai dit? Si c'est son adversaire ou son ennemi, on dit nous appliquons la loi. Mais si c'est son frère, on dit mais la coutume, d'habitude, là, qu'est-ce qu'on fait dans notre pays? C'est ce que je voudrais dire. Maintenant que ça gêne, on doit procéder au découpage. Faisons-le alors progressivement. Si le problème c'est les Katanga, commencez par les Katanga progressivement et les autres progressivement. Je ne refuse pas parce qu'il y a une école qui dit lorsque les colons étaient venus, on n'a pas attendu l'infrastructure pour installer les provinces. Et puis il y a une autre école qui dit non, on ne peut pas faire ce qui était là parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas le développement actuel. Nous avons la possibilité de développer et faire suivre l'infrastructure. Ce sont les deux écoles qui s'entrechoquent. Mais moi, dans mon école, au niveau du MNC, nous disons tout ce que nous entreprendrons pour la République en cette matière-là, faisons-le dans les prismes de l'administration pour aboutir au développement. Mais si on met la donne politique à l'avant, on le fera et très mal, ça va créer des problèmes. C'est ça pourquoi il y a des remous au Katanga, il y a des remous dans les Kasaï et ça risque d'avoir des remous ailleurs. Je prends le cas de l'Ituri pour la province orientale. L'Ituri est très content. L'Ituri a toujours réclamé nous voulons la province, nous voulons la province. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se pose aussi un problème de violation de la Constitution. La Constitution de 2006, bien telle que modifiée, parle, en ce qui concerne le finance publique, de la retenue à la source. Nulle part, on parle de la rétrocession de la Constitution. Mais c'est un mot qui a été inventé au niveau du gouvernement. Je me suis toujours demandé rétrocession. C'est nulle part. Mais c'est en violation de la Constitution. Les gouverneurs de province subissent les dictats du gouvernement central. La retenue à la source, lorsque une province est produite, 40% doivent être retenus d'office à la source, les 60% envoyés au gouvernement central, et dans les 60%, ça constitue une unité. On a 11 fois 60%, je parle de 11 provinces, et ça constitue une unité. Dans cette unité, on ponctionne 10% de cette unité pour la caisse de péréquation, pour soutenir les provinces où il y a des problèmes par-ci, par-là. Comme l'effet des princes, un peu comme on dit en droit économique, pour soutenir les provinces qui ont besoin de telle ou telle chose. Mais de manière systématique, les Congolais, même les parlementaires, on ne se réveille pas, on parle de la rétrocession. C'est une violation grave. Et on le dit pourquoi? On dit non, 40% en termes chiffrés, c'est beaucoup d'argent. On ne peut pas laisser aux gouverneurs beaucoup d'argent. Ils risquent de devenir des rois télé et ils vont faire tête face à l'autorité économique. C'est un procès d'intention, justement. Les liens avec l'Ituri, c'est que l'Ituri produit beaucoup. L'Ituri envoie beaucoup au gouvernement central et en échange, rien, même en ces termes de rétrocession, un forfait qui est envoyé parfois quantifié en termes de services. Nous vous avons envoyé des experts, on a envoyé les frais pour la rémunération et l'Ituri pose problème de fonctionnement, fonctionnement de la province dans son entièreté. Et c'est pourquoi la population de l'Ituri a aussi le temps. Moi, je suis de la Chopo, mais je défends le point de vue de l'Ituri en tant que citoyenne de ces pays, mais je donne le point de vue justement au niveau de la... Je souhaiterais que le gouvernement Matata II actuellement, c'est quelqu'un qui est pris comme expert en matière financière et économique, respecte la Constitution en appliquant justement la retenue à la source et non la rétrocession. Avec les découpages, la solution sera peut-être trouvée. J'ose croire que ça va être appliqué, mais comme je vous dis, l'impulsion vient d'en haut. Vous savez, j'ai toujours voulu que le chef de l'État lui-même haussa les tons en termes de retenue à la source et non de la rétrocession. Mais lui-même,
utilise aussi le vocable de rétrocession et à la queue leu, tout le monde suit. Alors que c'est une violation grave de la Constitution. Voilà. Et ça pose problème au niveau de la base. Parce que si les provinces reçoivent quand même leurs efforts, la possibilité de réhabiliter ou c'est pas moi de construire, de moderniser, ça n'allait pas poser de problèmes pour obtenir l'installation de nouvelles provinces. Ça pose problème parce que le gouvernement central s'accapare des fonds. On apprend des chiffres que lorsque c'est dilapidé, tel a volé autant de millions, tel a disparu avec autant de millions. Mais lorsque c'est produit, on ne sait pas. Même la reddition des comptes, c'était un scandale à l'Assemblée nationale. Lorsqu'on a vu la loi de la reddition des comptes, comment est-ce que les rubriques des budgets de l'État sont changées, c'est qualifié même de détournement des deniers publics. Les portes des prisons étaient ouvertes depuis 2006 jusqu'à présent. On n'a jamais vu ceux qui sont entrés et ils déambulent les rues. Je peux Ben voilà. Oui, on va prendre les toutes dernières questions, on va bientôt terminer. Oui. Vous êtes depuis longtemps, vous occupez depuis longtemps de la promotion de la femme. Je vais savoir quel est le bilan faites-vous de cette action et aussi en tenant compte du thème qui a été adopté cette année pour la femme, quel est le bilan que vous faites de votre action en tant que femme promotrice d'autres femmes? Merci beaucoup. Le bilan est mitigé. Le bilan est mitigé. Le verre est à moitié plein, à moitié vide. Ça dépend de où on va le prendre. À moitié plein en termes de cadre juridique. Parce qu'en 1960, les femmes n'avaient pas droit de citer. Les femmes n'avaient pas participé au vote. Et depuis lors, les femmes participent au vote. Le pays a ratifié presque toutes les conventions pertinentes, donc les conventions internationales plutôt relatives aux droits humains, aux droits spécifiques de la femme et même de l'enfant, parce qu'on trouve aussi l'enfant féminin là-dedans. Le pays est très avancé en matière de loi. Et même notre constitution parle du principe d'égalité, d'équité et de la parité homme-femme dans toutes les instances en ce qui concerne la gestion de la chose publique. Ça, c'est au niveau des lois, des cadres juridiques. Mais en termes de volonté et en termes d'effectivité, le verre est totalement la moitié vide. La volonté politique n'y est pas. Plusieurs fois, au sommet le plus haut de l'État, le chef de l'État en l'occurrence, il prône la question de la parité. Il propose même, mais l'applicabilité ne se suit pas. Il vient de signer des ordonnances importantes. Prenons le cas de la mise en place de la Cour constitutionnelle. Cette Cour-là même qui est appelée à examiner la constitutionnalité des lois et des actes posés par la République pêche dans sa composition en violation de l'article 14 de la Constitution. Tous les 9 membres de la Cour sont des hommes. Je ne récuse pas leurs compétences et qualités, je les connais tous. Mais j'ai dit qu'il n'y a pas de femmes moindres. Ce ne sont pas les candidatures qui ont manqué. Nous avons proposé des candidatures de femmes docteurs en droit. À l'image, nous avons des nouvelles cartes du Exactement, j'apprécie. Merci beaucoup. Alors, nous avons des femmes docteurs en droit, des femmes professeurs d'université, des femmes de haute facture. Les candidatures ont été proposées. Mais la personne qui avait la signature en dernier sur le chef de l'État, c'est lui-là même qui est appelé à prôner ces principes. Aucune femme n'a été nommée. La RPTC, environ 17 membres. Nous avons des femmes docteurs en communication, des spécialistes et tout. Aucune femme. Le gouvernement de cohésion nationale actuel, il y a combien de femmes? La parité n'est même pas 30%. Vous êtes toujours présidente des commissions, au Sénat, à l'Assemblée. Élection. J'ai été élue députée, je n'ai pas été nommée. Ça, c'est une palme d'or pour ma circonscription. Mais pour prendre la tête d'une commission... Oui, mais c'est ça, je dis. J'ai été élu. J'ai été élu. Si la majorité ne voulait pas que vous preniez la tête... Mais ce sont mes compétences. On n'a pas élu une femme. On a élu les compétences, la méritocratie. J'ai été élu députée nationale. D'abord, j'ai été élue sénatrice. Hein? J'ai fait 5 ans au Sénat. J'ai été élue présidente de la commission socio-culturelle. L'unique femme membre de la commission. Et j'ai présidé la commission, pas parce que femme, mais parce que compétente. À l'Assemblée nationale, la même chose. Et je termine pour dire la palme d'or à ma circonscription électorale. Il y avait 32 candidats à Bassoko pour compétir de 2 sièges, 28 hommes et 4 femmes. Mais les 2 sièges ont été raflés par les femmes. Ce sont les compétences. Donc nous prenons la méritocratie, n'est-ce pas? Et nous disons aussi que le gouvernant puisse quand même s'imposer pour que là où il y a la nomination, c'est juste la volonté politique qui compte.
Mais là où il y a les élections, on ne peut pas imposer à la population de voter autant d'hommes, autant de femmes. Nous demandons aux femmes de compétir au même titre que les autres. C'est aussi simple que ça. Mais que les gouvernants nous prouvent d'abord qu'ils respectent cette volonté-là. Nous attendons jusqu'à ce jour, il n'y en a pas. Voilà, on va prendre la dernière question avec Jean-Pierre Kayembe, on va clôturer. Oui, madame, vous êtes secrétaire général du MLC, ça fait quelques mois. Les MLC qui enregistrent des départs, on sait que la plupart de ces ténors ne font que partir. Alors, que comptez-vous faire pour mettre fin à cette situation? Pour mettre fin à cette situation, d'abord, je ne vais pas embrigader les gens dans leur conscience. On adhère librement dans un parti politique, on y sort librement, c'est statutaire. Néanmoins, à l'intérieur, je vais pouvoir manager un leadership qui puisse mettre tout le monde à l'aise. Et aussi amener un peu à l'éthique politique. C'est un problème d'éthique politique dans notre pays. La corruption, les gens vont se laissent faire, se laissent débaucher, c'est la corruption. Le premier jour de ma désignation, j'ai dit, je n'ai peut-être pas quelque chose de spécial, mais je vais y apporter une touche en termes d'imperméabilité donc de la corruption. Je me dis, il faut qu'il y ait l'intégrité, il faut qu'il y ait la lutte contre la corruption. Et autre chose importante, je dois aussi vous le dire, il faut qu'il y ait des relations entre la base et les sommets. À moins de bientôt 100 jours, je totalise 100 jours de ma direction, donc à la direction du MLC comme secrétaire général. Nous avons obtenu le drapeau du parti qui flotte à Lubumbashi, dans les Katanga. Les drapeaux du parti flottent au nord Kivu, à Goma. Les drapeaux du parti flottent à Bunia, à Buta, à Isiro. Là où il n'y en avait pas, depuis un certain moment. Buta, j'aimais quand même des réserves parce que nous avons le député Boulet qui fait du beau travail là-bas. Et partout ailleurs. Si vous faites un sondage, le MLC a les vents en poupe. Comme qui dirait, les institutions ne valent que les personnes qui les animent. Donc on peut dire que vous avez eu raison à l'époque de quitter l'UDPS pour rejoindre les processus et aujourd'hui vous êtes en train de monter. Là encore, c'est l'UDPS qui m'avait chassé parce que j'avais décidé que nous allons aux élections et j'avais soutenu le président Bemba et l'UDPS avait décidé de ma radiation. Un peu comme Thomas je ne suis pas wagon pour politique. De rejoindre le gouvernement. Je l'ai fait pris votre exemple. Non, non. Lui, il a procédé à la trahison. Moi, je n'ai pas trahi. Vous demandez cette question-là au président Tshisekedi, je suis allé le voir le 23 février 2006 pour insister, président, nous devons aller aux élections. Il dit non, je ne peux pas, il a donné ses raisons. Moi, j'ai dit ok, je vais postuler en indépendante pour permettre à ce que l'UDPS ait une voix. Alors, je l'ai fait. Parce qu'à cette époque, pendant la transition, on n'a pas participé à la transition, mais on utilisait certains compatriotes pour faire passer les points de vue de l'UDPS. Et enfin, le président Tshisekedi m'a rejoint. Et on m'avait condamné le fait d'avoir soutenu Jean-Pierre Bemba. Lui-même est allé à La Haye, visiter Jean-Pierre Bemba, demander d'être soutenu. Et lui-même, sans suivre encore ses conditionnalités, en 2011, il a participé au processus. Est-ce que vous ne pouvez pas applaudir que je sois une politique visionnaire? Voilà, merci beaucoup. Eve Bazaïba Massoudi, secrétaire général du Mouvement de libération du Congo et député national. Merci d'avoir répondu aux questions du grand jury du groupe L'Avenir. En tout cas, moi, je remercie sincèrement le groupe L'Avenir, le chasseur des sons et d'images et le chevalier de la plume. Félicitations et je salue les téléspectateurs et les auditeurs d'y suivre, qui aussi les consommateurs du produit groupe L'Avenir. Et je crois que ce n'est pas la dernière fois. Et j'apprécie la touche de votre émission. Avant de venir, vous me faites visiter les locaux et je viens, je parle vraiment, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. C'est une nouvelle donne. Voilà. Merci aussi à Jean-Pierre Kayembe de la radio. C'était un plaisir. Merci à Jean-Marie Nkamboa, directeur de publication du groupe L'Avenir. Merci. Merci surtout à vous qui nous avez